Vous êtes toujours avec nous à distance. Je vais commencer à vous présenter, vous trois, pour entamer notre table ronde tous ensemble ici sur le sens de l'action, l'évolution et l'attractivité des métiers. On a beaucoup parlé des problématiques d'attractivité des métiers durant ces journées, donc ça va être très intéressant de pouvoir en discuter plus précisément avec vous. Je vais rapidement vous présenter. Nous avons Laurent Bonater, président du comité de filière animation, maire également de Caudebec-les-Elbeuf et conseiller régional de Normandie. Laurent, est-ce que vous nous entendez bien ? Clair. Vous nous entendez? Nous, c'est un petit peu faible. Hein. Vous pouvez nous allez-y, redites-nous bonjour. Vous voulez que je parle plus fort? Vous m'entendez? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, super. Laurent a donné de la voix, on l'a bien entendu. Elisabeth Laitier, présidente du comité de filière Petite Enfance et maire honoraire adjointe de Nancy. Elisabeth, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour à tout le monde. Vous avez une magnifique propriété derrière vous, très, très, très jolie. N'est-ce pas? Et nous avons aussi Evan Jeanne-Rose, vice-président de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes, mais aussi surtout membre du CESE et le rapporteur sur l'avis des métiers de la cohésion. Evan, vous nous entendez bien? Très bien, bonjour à vous toutes et tous. Et voilà, donc les présentations sont faites, nous allons pouvoir démarrer et encore une fois, je compte activement sur vous. L'attractivité des métiers, franchement, ça a été quasiment un fil rouge pour nous tout au long de ces rencontres, de ces tables rondes dans les différents secteurs. La plupart des gens nous faisaient part de leurs difficultés de recrutement, pas uniquement d'ailleurs sur les conditions salariales, nécessaires, importantes, sans doute insuffisantes, mais également sur la notion de quête de sens et du sens de l'action. Et je pense que c'est cette quête-là à laquelle nous sommes nombreux à être confrontés et on va essayer tous ensemble de trouver quelques pistes de solutions. Laurent Bonater, on va commencer avec vous, président, je le rappelle, du comité de filière animation. Il y a beaucoup de gens dans la salle ici qui sont concernés par ce secteur de l'animation. Est-ce que vous pouvez nous faire déjà un état des lieux et puis vos premières réflexions par rapport à cette quête de sens? Merci beaucoup, merci pour votre accueil et votre invitation. Je salue évidemment Dominique Gillot et je la remercie pour l'invitation. Je remplace au pied levé Yves Blin qui s'était engagé à venir au titre de sa précédente présidence de la préfiguration du comité d'animation. Je n'ai pas pu venir physiquement, mais j'ai tenu à être là en visio. Et alors je dois dire qu'Agnès Bacchiani, que je salue, a été une des premières. Le 20 octobre, on était avec Elisabeth Laitier et Evan Jeanne-Rose pour l'installation du comité filière à Paris. Et Agnès Bacchiani a été une des premières à m'accrocher, à me dire il faut venir à Montpellier en novembre pour les journées métiers des PEP. Donc je suis à vos côtés avec plaisir. Vous avez raison de faire ce constat-là, vous le faites collectivement. Le constat du manque d'attractivité des métiers de l'animation, il a été accru par la période Covid. C'est d'ailleurs pour ça que la ministre Sarah El Haïry a tenu les assises en février dernier, puis s'est engagée à installer ce comité d'animation qui maintenant est au travail. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Ça a été accru donc par la période Covid, mais ça ne date pas de la période Covid. Lorsqu'on regarde par exemple un seul indicateur qui n'est pas forcément le meilleur, mais qui est peut-être le plus parlant, celui sur les inscriptions et les formations BAFA, on a perdu 10 000 formations BAFA en 10 ans. Donc le mal vient de loin et les difficultés sont nombreuses. Vous avez évidemment parlé des conditions salariales qui sont très importantes. Elles sont importantes à la fois par le volume et le salaire horaire, mais elles sont aussi importantes, et moi je le vis comme maire tous les jours, comme praticien de l'animation dans ma commune. La question, c'est la durée des journées, la fragmentation des journées et la capacité à intéresser dans une économie qui, par ailleurs, est plutôt, toutes choses étant égales par ailleurs, la période est un peu plus compliquée depuis quelques semaines et quelques mois, mais plutôt en redémarrage avec une offre d'emploi plutôt abondante. La question, c'est comment on consolide à la fois les métiers et les carrières. Et je pense qu'un des enjeux qu'on a, et je pense que vous y êtes sensible comme professionnel, c'est à la fois de conserver le grand volet d'animateurs volontaires simplement certifiés par le BAFA qui feront ça pendant quelque temps, une partie de leur engagement volontaire, mais pas leur carrière, et l'ensemble des professionnels qui se décident et qui désirent faire de l'animation leur carrière, ou qui en tout cas feront plusieurs métiers, et la question des passerelles est très importante, mais qui ont vocation à être des professionnels. Et ces deux sujets-là, il faut les traiter à la fois ensemble et indépendamment, parce que ce n'est pas les mêmes ressorts, ce n'est pas les mêmes sujets. Je salue donc l'engagement des PEP dans ce travail-là. Vous êtes depuis le début au travail, sur les groupes de travail
qui ont commencé. Au bureau que je vais réunir dès la semaine prochaine, vous êtes évidemment une fédération très importante et vous êtes évidemment important en volume par le nombre de salariés que vous avez auprès des publics très différents. Et c'est peut-être là-dessus que je veux insister le plus. Moi, comme président de comité de filière, j'ai vraiment besoin de l'engagement des PEP parce que vous êtes un acteur sur des métiers et des tâches très différentes. Les métiers d'animation, évidemment, le médico-social aussi beaucoup. Moi, je vous connais évidemment territorialement en Normandie. Vous êtes à Rouen, vous êtes à Saint-Lô, vous êtes à Barentin, vous êtes dans la Manche, vous êtes à Maroc, vous êtes à beaucoup d'endroits différents, avec cette spécificité d'apporter beaucoup de métiers et de complémentarité. Vous êtes une des fédérations qui a le plus de diversité de métiers. Pour nous, c'est très important. Et je veux prendre cette question qui est venue très vite avec les collègues le 20 octobre. On était là pour faire vivre ce premier débat d'installation du comité. Et la situation et la question de l'accueil des enfants à problème particulier, à situation de handicap notamment, est venue tout de suite. Vous avez en la matière une expertise et une expérience importante. Et dès la semaine prochaine, je proposerai au bureau du comité de filière animation de dédier un groupe de travail à cette question-là, qui n'était pas dans nos premiers groupes de travail tels qu'ils étaient conçus, mais la demande étant importante et légitime, on a décidé évidemment d'y donner suite. Et donc, on a pleinement besoin de vous. Je vais finir là-dessus, je ne veux pas être trop long, je pense qu'on aura toute une période de questions-réponses après. Clairement, le travail qu'on mène avec la ministre, avec le secrétaire général du comité, et puis avec l'ensemble des parties prenantes, qui, je l'ai dit tout à l'heure, sont déjà très impliqués. Les groupes de travail, il y avait beaucoup de monde. J'ai lu les premiers comptes rendus. Les pistes de travail sont dynamiques, importantes et pertinentes. On est sur une réforme systémique. On ne va pas faire du saupoudrage, on ne va pas proposer des choses homéopathiques. On aura tout un panel de propositions. Le but du bureau que je vais réunir la semaine prochaine pour la première fois, ça sera de porter des résolutions très régulièrement auprès de l'État et auprès de la ministre pour avancer. Et donc, ce boulot, il faut qu'on le porte collectivement. La chance que j'ai aujourd'hui, on en parlait avec Elisabeth Laithier juste avant, c'est qu'on a quasiment, à peut-être une exception près, mais je pense qu'elle va se résoudre, on a tous les acteurs autour de la table. Les grandes associations d'élus, les grandes fédérations, les syndicats représentatifs des personnels, évidemment la CNAF, le FONGEP, enfin l'ensemble des financeurs et des parties prenantes. On a tout le monde autour de la table, mais on le sait tous, dans nos expériences professionnelles ou politiques, mettre tout le monde autour de la table, ça n'apporte pas forcément des solutions. On peut tous porter des constats. Après, il faudra qu'il y ait un portage, et ça sera mon rôle en tant que président du comité de filière et du bureau, de porter les propositions, de porter à l'arbitrage des propositions de décision. Et évidemment, après, on aura besoin que nos autorités de tutelle tranchent et pour une grande partie d'entre elles, financent ces propositions. Donc voilà le boulot qui commence. Le comité de filière a été installé le 20 octobre. Vous êtes aujourd'hui, à part l'aspect médiatique des choses, ma première sortie publique, et j'en suis très heureux. J'en ai d'autres prévues dans les prochaines semaines. Et donc, on est au boulot, et on aura évidemment à cœur de vous entendre et de vous écouter. Mais comme vous êtes au bureau, et vous serez au bureau de ce comité, je ne doute pas que votre spécificité et votre voix particulière sera entendue. Merci beaucoup Laurent Bonnater, et très heureux qu'on soit comme ça le public de votre première fois, de votre première intervention en tant que représentant de la comité de filière. On comprend bien effectivement tout le vaste programme qui vous attend. C'est vrai que c'est déjà nécessaire d'avoir tout le monde autour de la table, et après, comme vous le disiez, il faut éviter le saupoudrage, il faut éviter même l'affichage pour transformer les parents en action, et ça sera l'œuvre effectivement d'une application réelle. On retient effectivement que le mal est profond, vous l'avez dit, c'est-à-dire que la crise sanitaire a amplifié, comme beaucoup d'ailleurs, d'inégalités et de failles et de vulnérabilité de la société, mais que ça chute, notamment le BAFA, depuis longtemps. Puis c'était important, je pense, de distinguer effectivement les animateurs volontaires et professionnels, parce que c'est des besoins et des contextes qui sont distincts, même si la question de la transmission et de la passerelle est évidemment importante, et qui sont tous les deux effectivement intégrés dans cette crise, si on peut parler de crise, en tout cas dans ce contexte problématique. Elisabeth Laithier, c'est à vous. Même question pour nous donner un petit tour d'horizon du côté de la petite enfance, puisque je le rappelle, vous êtes la présidente du comité de filière de la petite enfance.
Oui, merci beaucoup. Donc, bonjour Madame la Présidente, merci de m'avoir invitée. Même si, alors de par la petite enfance, j'allais dire, je me situe un petit peu en amont de ce dont vous avez pu parler depuis le début de ce congrès. Mais je suis très très heureuse d'être là, j'allais dire, pour apporter le témoignage de ce qui se passe au niveau de la petite enfance, donc c'est-à-dire le stade juste avant, hein, et de façon plus ciblée, l'accueil des tout-petits, que ce soit en accueil individuel ou que ce soit en accueil collectif. Bon, on sait bien, de nombreuses études ont été faites, hein, que pour arriver à une société inclusive, alors quel que soit j'allais dire, les enfants que nous accueillons, que ce soit des enfants porteurs de handicap, que ce soit des enfants de parents allophones, que ce soit des enfants issus de familles qui sont en grande précarité, le passage par un accueil ou en structure ou un accueil individuel chez une assistante maternelle est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement décisif. Bon, ça, tous les rapports, toutes les études sur les petits l'ont été faits. Alors après, concernant les constats et le fonctionnement, j'allais dire, je rejoins totalement ce qu'a dit Laurent. Il a un petit peu expliqué le fonctionnement qui est calqué sur le fonctionnement du comité de filière petite enfance, alors qui, lui, a 11 mois d'existence, puisqu'il a été installé par Adrien Taquet, donc le précédent secrétaire d'État à l'enfance et à la famille, suite au constat d'une désaffection extrêmement importante des professionnels œuvrant dans le champ de la petite enfance. Alors, désaffection telle qu'aujourd'hui, on est obligé, dans un certain nombre de communes, alors c'est très inégal hein, sur le territoire français, mais on est obligé de geler des places d'accueil, c'est-à-dire de ne pas accueillir des enfants alors qu'en revanche, on a les listes d'attente d'enfants parce que nous n'avons plus les professionnels. Je dis bien nous n'avons plus parce que nous les avons eus. Alors là aussi, même constat que celui que Laurent fait, le mal ne date pas d'hier, il ne date pas d'avant-hier. J'ai coutume de dire que c'est même un mal qui s'est enquisté. Voilà. Et depuis plusieurs années, on a vu régulièrement deux phénomènes sur lesquels nous sommes obligés de travailler en même temps. Le départ de la profession d'un certain nombre qui ne s'y retrouvent plus pour des raisons X ou Y et qui se réorientent. Et puis, à côté de cela, des jeunes qui n'embrassent plus ces professions de la petite enfance. Juste un ou deux chiffres hein, pour vous donner une idée. J'ai demandé donc à la CNAF de me dresser une cartographie très précise, alors France et Outre-mer, des manques où ils se situent. Il manque aujourd'hui 10 000 équivalents temps plein pour faire fonctionner les structures ou accueillir les enfants qui le demandent, hein, 8 900 auprès des enfants et 1 600 postes de direction de structure. Voilà. C'est l'état à ce jour. Pour l'accueil collectif et pour l'accueil individuel, je vais dire, c'est presque encore pire, puisque nous avons à peu près 240 000 assistantes maternelles dans notre pays et qu'à horizon 2027, c'est-à-dire demain, la moitié sera partie en retraite. Et nous n'avons à ce jour dans les projections absolument pas l'arrivée de 100 000 professionnels, ni même de 50 000. Voilà. Donc, la richesse de ce comité, et puis là, c'est la même chose, je m'arrêterai pour pouvoir répondre aux questions ensuite, s'il y en a. La richesse de ce comité, comme l'a dit Laurent, c'est de réunir, et c'est en cela que l'idée d'Adrien Taquet était vraiment très intéressante, c'est la première fois que ce soit en petite enfance, que ce soit animation, que nous avons réuni autour d'une même table absolument toutes les composantes. Toutes les organisations syndicales, les organisations patronales, les associations et les organisations professionnelles, les grands pourvoyeurs de données et toutes les assos d'élus. Voilà. Donc, j'ai 44 signataires, parce qu'il y a un contrat signé pour 3 ans. Donc, j'ai 44 signataires et tous ensemble. Alors, c'est la richesse et c'est la difficulté. Vous comprenez bien, quand j'ai cité les différentes parties prenantes, on voit bien que la façon d'envisager l'accueil de la petite enfance peut différer, que même si on a toujours l'enfant, le tout petit, hein, au centre de nos réflexions, mais le moyen d'y arriver peut être différent. Alors, c'est une richesse, c'est une difficulté, et c'est là que le rôle du président intervient, hein, d'arriver à mettre le lien, mais c'est aussi une grande force, parce que quand nous proposerons au ministre de tutelle, alors pour moi il s'agit de Jean-Christophe Combe, quand nous présenterons des résolutions qui auront été votées à la majorité,
Il sera plus difficile, si vous voulez, d'aller contre, puisqu'elles émaneront d'un consensus organisation syndicale, patronale et professionnelle. Donc là, je pense que si nous y arriverons, et nous y arriverons, voilà, je suis très, très, très déterminée tout en étant réaliste, ce sont des résolutions qui vraiment pèseront, je l'espère, dans l'avenir de ces professions. Merci beaucoup. Puis c'est vrai qu'on a encore en tête les chiffres que vous avez énoncés, qui sont assez vertigineux et qui donnent effectivement l'ampleur des efforts à accomplir. Je retiens aussi que ça touche la direction, comme ça touche justement tous les échelons du poste en fait, de la petite enfance, hein, donc du haut vers le bas, et qu'une nouvelle fois, vous avez le même message d'espoir, qui est de faire que l'union fait la force. On peut s'interroger sur le fait qu'il fallait attendre d'être en crise majeure pour que les gens se parlent enfin. Mais en tout cas, maintenant, ça y est, ils sont autour de la table, ils se parlent. Et comme vous l'avez dit, c'est à la fois une difficulté, mais sans doute une richesse. Et c'est pas ici au PEP qu'on va contester les vertus du dialogue et de la concertation et de la réunion, voire même de la participation. Evan Jeanne-Rose, vous n'êtes pas président d'un comité de filière, mais vous êtes le rapporteur d'un avis du CESE sur les métiers de la cohésion, avec un prisme notamment médico-social. Evan, on vous écoute. Oui, bonjour, rebonjour plutôt. C'est un prisme médico-social, mais aussi social et animation, je le dis, parce qu'en fait, c'est un peu à l'image finalement de ce que sont les PEP. On a fait ce choix de ne pas cloisonner les métiers ou les secteurs d'activité et plutôt de regarder structurellement qu'est-ce qui les embrasse toutes, quelles sont les difficultés qu'ils vivent, puisque l'animation vit des difficultés de recrutement, la petite enfance, on a entendu le médico-social, le social. En fait, globalement, on a un secteur éducation non formelle et relations sociales, travail social qui est en crise. Donc, c'est ça qu'on a voulu traiter. Et je fais juste une petite incite pour dire que je suis très heureux d'intervenir, puisque finalement, au CESE, je représente le CNAGEP, dont les PEP sont membres, et donc c'est pour moi important qu'on puisse aussi vous retraduire ce qu'on fait dans cet espace-là. Alors, le rôle du CESE, c'est de conseiller. C'est de donner des avis, de donner des constats, de reproblématiser le sujet. Et la grande contribution du CESE, ça a été de dire qu'au-delà des conditions d'emploi, des questions d'emploi, c'est-à-dire salariales, combien sont payées les personnes, quel type de contrat ils ont, il y a une crise du travail, une crise de l'organisation du travail qui couvre depuis des années. Souvent, on en parle du point de vue de la modification de la contractualisation, des appels à projets, mais derrière, en fait, ce qu'il y a comme crise, c'est la modification de notre gestion des équipes, de la gestion du temps de travail, de la réduction du temps de la relation aux autres, de la réduction des ratios, des taux d'encadrement, une réduction aussi des espaces de réflexion collective, du travail collectif. Et en fait, tous ces espaces-là qui étayaient précédemment les professionnels dans leur action. Donc la crise, telle que le regarde le CESE, c'est effectivement une question de rémunération. C'est une désaffection avant d'être une crise d'attractivité. C'est d'abord une crise de désaffection. C'est des personnes qui partent. D'abord qui partent tout court, ou alors des personnes qui partent dans d'autres contrats, sous d'autres formes de statut, c'est-à-dire le libéral, l'auto-entrepreneuriat, l'intérim. Et même dans l'intérim, en fait, on a eu des retours sur le fait que l'intérim était de plus en plus compliqué. Ils n'arrivaient même eux-mêmes pas à pourvoir tous les besoins. Donc, il y a bien une question un peu générale de désaffection, de départ des professionnels. Or, Elisabeth l'a bien dit, on a beaucoup de professionnels qui vont partir à la retraite. Et on a une offre de formation qui, elle, peine à recruter des étudiants. Donc, on va avoir un goulot d'étranglement dans les années à venir qui risque d'être assez qui va compliquer à passer, voire même catastrophique pour la France. Nous, on a posé cette crise sur la question du sens du travail. Mais je pense qu'on a l'habitude d'utiliser ce terme-là. Alors, on est parti chercher 3 critères. Et j'aime bien les rappeler parce qu'en fait, ça permet d'aller un peu plus finement sur ce qui se passe comme élément. Et puis ensuite, je reviendrai sur les quelques préconisations. Mais il y a 3 critères pour définir une crise du sens du travail. Le premier, c'est la question de la cohérence éthique. Et quand je vous disais qu'aujourd'hui, ce qui se transforme, c'est nos organisations de travail, les objectifs qu'on associe aux professionnels, la façon dont on les manage, la façon dont on évalue leur travail, dont on rend compte de leur travail auprès des partenaires. En fait, au fil du fil, on est en train de perdre ce qui fait l'éthique de ces métiers-là et ce qui fait l'objectif du professionnel quand il s'engage dans ce métier-là. On lui demande combien d'enfants il a vus sur une journée, alors que lui, son objectif, c'est de savoir si les enfants ont réussi à être, par exemple, propres aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une totale incohérence entre ce qu'on lui demande de faire et ce sur quoi on l'évalue potentiellement, et notamment du côté des autorités de financement ou d'évaluation. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que les comités de filière, en mettant tout le monde autour de la table, moi je pense qu'ils peuvent avoir cette capacité à rediscuter vers quelle dérive on est allé ces dernières années et comment on réinvente quelque chose qui fonctionne et qui soutient les professionnels. Le deuxième point sur lequel il faut revenir sur la question du sens du travail, c'est la question de l'utilité sociale. Et je reviens encore sur quand
un professionnel cherche à savoir à quoi il a contribué, c'est en termes de relations sociales, c'est en termes de prise d'autonomie, c'est en termes de participation des personnes aux décisions qui les concernent, et pas en termes d'indicateurs de gestion. Et si je le dis, c'est que effectivement que les indicateurs de gestion sont importants, mais aujourd'hui, ils ont pris l'équilibre est plutôt en leur faveur, donc il y a un déséquilibre en leur faveur, et un déséquilibre, du coup, en la défaveur des indicateurs plutôt qualitatifs qui permettent de regarder la réalité du travail mené. Et ça, c'est une souffrance assez importante pour les professionnels qui, du coup, quand ils disent on n'est pas reconnu sur ce qu'on fait, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'indicateur qui permet de reconnaître exactement ce qu'ils font. Il y a des indicateurs qui permettent pour les gestionnaires de bien gérer leurs équipements et répondre globalement à la commande publique. Donc ça, c'est un autre chantier sur lequel le CESE a voulu se pencher. Et enfin, le troisième, qui n'est pas des moindres, c'est la question du développement personnel. C'est-à-dire comment on reconsidère que nos métiers ne sont pas seulement des métiers où on produit du service, voire même on ne produit pas de service en tant que tel, on construit des relations et on construit avec les personnes les solutions qui les concernent. C'est un peu différent que la vente de services. Quand vous vendez un service, vous mettez dans un bureau, vous définissez votre service, vous définissez c'est quoi les points essentiels de votre service, et c'est le même globalement pour tout le monde, même si vous adaptez en bout de chaîne, en fonction des clients, la façon dont vous lui vendez. Mais nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est avec la personne, on discute, et avec elle, on construit une relation qui est le support ensuite de l'action. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, donc ça, le premier point, c'est que ça demande une liberté, une capacité à être créatif, à innover dans une organisation de travail. Donc il faut que l'organisation de travail la permette et ne soit pas trop prescriptive sur comment est-ce qu'il faut faire les choses. Et la deuxième chose, c'est que nos métiers, c'est aussi un métier où les personnes s'engagent pour se construire en tant qu'individu et en tant que citoyen et citoyenne. Et ça, c'est un élément qui est assez peu, c'est difficile à valoriser dans le cadre de nos modes de contractualisation. Comment ça peut intéresser une collectivité qu'au-delà d'occuper les enfants pour permettre, par exemple, aux parents de pouvoir travailler, puisque c'est un des objectifs des accueils collectifs de mineurs. Le deuxième objectif, on dit souvent, c'est de permettre aux enfants de se développer sur un plan éducatif ou citoyen. Mais il faudrait presque rajouter le troisième objectif. Vous êtes des espaces de formation, d'une part, des individus qui travaillent, et par ailleurs, des futurs professionnels qui ont besoin de ces espaces-là pour se former. Et donc là, c'est une troisième dimension sur laquelle il faut peut-être réouvrir la discussion là-dessus. Donc pour toutes ces raisons-là, du coup, le CESE a défini, alors là, je vous ai fait un des éléments de constat du rapport qui est assez dense et que je vous invite évidemment à lire, même s'il est très dense, mais il me semble intéressant. Ensuite, on est sur des préconisations qui effectivement visent à dire finalement, c'est quoi le chemin de la contractualisation qu'il faudrait reprendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait abandonner, comment est-ce que l'évaluation, on peut la modifier, est-ce qu'il ne faut pas remettre en place des taux d'encadrement et des ratios de personnel qualifié. Alors ça va un peu à rebours des dernières annonces gouvernementales, plutôt du côté de la DGCF par ailleurs, mais est-ce qu'il ne faut pas renforcer ces éléments-là? Est-ce qu'il ne faut pas refonder dans les éléments de contractualisation la place des lignes de financement prévues pour la formation des professionnels, etc. etc. Donc il y a tout un ensemble de préconisations qui vont là-dessus et peut-être qu'on pourrait creuser le sujet si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Evan, et merci pour ces éléments. Vous me dites si je me trompe, mais ce qu'on a l'impression ce que je retiens de votre intervention, c'est que le travail qui est fait à la fois sur l'animation, sur la petite enfance, enfin globalement sur la cohésion sociale, c'est que c'est un travail humain qui est difficilement quantifiable avec des indicateurs très techniques. C'est-à-dire qu'on a l'impression justement, quand on parle de quête de sens, c'est pas forcément des gens qui se disent à quoi ma vie sert, qui sont dans une quête existentielle, c'est la quête de sens de leur propre travail, où ils ne comprennent plus totalement, où ils n'ont pas les moyens de comprendre l'utilité même de ce qu'ils font. C'est pour ça que vous parlez de désaffection, on peut parler même de désenchantement, et c'est toute la complication quand on est justement sur un travail qui est de l'ordre de l'humain, qui parfois ne se quantifie pas, qui parfois surtout prend du temps. Ouais. Et on en a parlé beaucoup ici, dans ces journées du manque cruel de temps, qu'on laisse plus le temps au temps. Quelque part, quand on cherche des indicateurs, c'est qu'on cherche de la performance, on cherche une forme de rentabilité finalement, c'est-à-dire du nombre de personnes, de process, etc. Donc ça serait, si j'ai bien compris aussi, l'idée de changer même l'organisation, les indicateurs, pour laisser plus de place à l'humain et plus de place à ce qui ne se compte pas, justement, ce qui ne se maîtrise pas. C'est à peu près ça? Effectivement, on appelle un changement de paradigme. Ce qui était intéressant, et j'en profite pour le dire, c'est que le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, c'est une assemblée constitutionnelle qui représente l'ensemble de la société civile organisée. Ce n'est pas comme les comités de filière, un espace où les personnes sont issues du champ. Dans la commission, d'ailleurs, c'est la commission Travail et Emploi qui a travaillé, vous avez majoritairement des personnes qui ne sont pas issues du champ. On était 3 à avoir eu ou être encore en expérience dans les champs de l'action sociale, médico-sociale ou de l'animation. Donc c'est très peu quand on est 35 membres au niveau parisien, enfin au niveau national. Et pourtant, à l'issue de ce travail-là, alors on a associé les professionnels, etc., on s'est dit, en fait, là, le paradigme dans lequel se sont
compris ces acteurs sociaux, médico-sociaux de l'animation, il est mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui nous ont dit, mais vous êtes en train de faire ce qu'on faisait il y a 20 ans et qu'on a arrêté de faire parce qu'on sait pertinemment que c'est mauvais. C'est-à-dire qu'on a des entreprises, et vous l'avez tous entendu parler sans doute, des entreprises libérées, par exemple. Les entreprises libérées sont nées de cette critique, de certains modes de management qu'on a pris, qu'on a emprunté au champ du privé. On a emprunté aussi, j'allais dire sous la contrainte, mais en tout cas sous l'effet de la transformation de la commande publique, qu'on connaît tout, de la nouvelle orientation des politiques générales publiques. Donc en fait, ils nous ont dit qu'il faut arrêter, il faut que vous retrouviez ce qui fait le sens de votre action, sinon vous irez droit au mur. Et c'est pour ça que le CE2 porte une voix qui est assez forte en disant changeons de paradigme. Pour l'instant, ça paraît, on est en pleine crise, on a l'impression qu'on est un peu trop loin. On a certaines préconisations qui répondent à la crise, mais on dit surtout là, c'est sur l'avenir qu'il faut parier parce que dans 5-10 ans, on n'aura plus de professionnels, on aura perdu une expertise professionnelle, c'est-à-dire qu'on aura perdu des savoirs, on aura perdu des connaissances, et plus on prend de temps, et plus le fait de reconstruire de l'animation, reconstruire de l'action sociale et médico-sociale, ça prendra du temps, et donc c'est-à-dire que pendant ce temps-là, en fait, le pays va se déliter d'un point de vue démocratique, social ou économique. Très bien, merci beaucoup. Evan, vous l'entendez bien, vous, Evan? Parce que moi, je l'entends. Ouais, c'est ça? On peut applaudir, d'ailleurs. Si on vous applaudit ici, Evan, ça veut dire qu'on vous entend bien. Premier tour d'horizon, on l'a vu, chacun s'est présenté, chacun a expliqué sa situation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça va être peut-être le premier moment de la prise de parole, sinon moi j'ai des questions pour mes invités, pour nos invités, mais est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer? N'hésitez pas, comme d'habitude, je sais que la première personne qui prend la parole, c'est toujours compliqué, mais c'est le moment de participer. Je dirais même, c'est presque les derniers moments de participer, puisqu'on arrive à la fin de ces journées. Donc, si vous voulez poser une question, et je sais que vous êtes... Alors, moi, je ne vois pas toujours très bien, donc peut-être qu'il y a des mains qui m'échappent. Et donc, dans ces cas-là, je fais confiance à nos hôtes et nos hôtesses pour les percevoir, que vous travaillez justement dans le secteur de l'animation, de la petite enfance. Vous avez les présidents des comités de filière qui sont là devant vous. Donc, n'hésitez pas si vous voulez les interpeller. Allez, je laisse encore 10 secondes, sinon... Ah, une question, monsieur, sur la gauche. Oui, merci pour ces interventions. Je voulais savoir qu'il y a une place qui n'a pas été mentionnée, à mon avis, c'est celle de la recherche scientifique en travail social. Il y a actuellement un secteur qui se développe et il y a un essai depuis une vingtaine d'années de mettre en place une discipline universitaire et faire de la recherche en travail social pour comprendre ce qui se passe et tous ces mécanismes de perte, et de perte de sens, de perte de motivation. Et là, je n'ai pas entendu parler de cet aspect-là. Donc, je veux savoir ce qu'il en était. Voilà, sur la question du rôle de l'enjeu donc des sciences sociales et de la recherche, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle a été amenée à se développer? En tout cas, effectivement, on ne l'a pas entendu. Qui a une réponse sur ce sujet-là? Oui. Pas une réponse, en tout cas, c'est un élément. Un peu plus fort, moi j'entends pas, Evan. Ouais, peut-être un peu plus fort, pardon, Evan. On a un petit souci technique. Pascal, peut-être en haut, si tu peux monter un peu, Evan, c'est super. Allez-y, Evan. Vous m'entendez bien là? C'est bon? Ouais. Très bien. Alors, du point de vue du CE2, la question de la recherche scientifique, on l'a rapidement abordée, puisqu'on a fait face au problème de ne pas avoir assez d'éléments, en tout cas assez d'éléments compilés pour pouvoir travailler. Donc en fait, on fait face à un état de la recherche assez dispersé, voire même fragmenté, d'une part entre les universités, entre les espaces de recherche plutôt de praticiens, et entre les opérateurs, les organisations, les PEP par exemple, produisent sans doute des éléments de connaissance et de savoir. Ce qu'on a proposé au CE2, c'est de dire il y a 3 prospectives qui manquent. Il y a une prospective scientifique, donc une analyse scientifique, et là on propose un conseil scientifique. C'est pas exactement la même chose qu'une chaire scientifique ou un doctorat ou une discipline travail social. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt le format du GIEC, c'est-à-dire, en fait, s'il y a de la recherche à droite et à gauche, ce qu'il nous faut, c'est savoir où sont les consensus. Et donc, il faut faire délibérer, il faut faire discuter les scientifiques entre eux et les personnes qui produisent de la connaissance. Et il y a 2 autres espaces de prospective qu'on propose qui pourraient être alimentés par ces travaux. D'une part, renforcer le Haut Conseil du travail social et faire en sorte qu'il soit vraiment qui s'attache à toutes les professions dont il doit s'occuper. Ça, c'est le premier point. Et que ces déclinaisons locales soient bien renforcées. Et le deuxième niveau qui est à créer, et en fait, il faudrait qu'il s'appuie sur les comités de filière qui existent déjà, c'est une forme de Conseil national à l'investissement social et éducatif.
Parce qu'on ne peut pas espérer, vu les enjeux auxquels on fait face, que chaque comité arrive tout seul à créer les liens avec les autres comités. Enfin, je sais que Elisabeth et Laurent en ont parlé le jour du 20 octobre, mais on peut pas, enfin, je ne crois pas qu'ils auront la capacité tout seuls à trouver tous les liens à faire, et puis avec le reste des secteurs d'activité, etc. Et puis du coup, envisager globalement, c'est quoi la perspective économique qu'on donne aux investissements socio-éducatifs en France. Donc, il nous faut un conseil d'investissement, un peu comme on l'a dans d'autres champs économiques, dans l'industrie ou dans d'autres espaces, qui permettent de donner de la perspective économique, de dire comment est-ce qu'on bouge et par quoi on commence et qu'on se mette tous autour de la table. Et que quand on change un référentiel d'un diplôme, alors qu'il a ce diplôme des reconnaissances par d'autres types de diplômes, que du coup on en discute tous ensemble. Je prends par exemple en ce moment, on a la réforme, vous savez peut-être les BPGEPS, je prends celle-là parmi d'autres, hein, mais les BPGEPS sont en train de faire une réforme. Potentiellement, ils sont en train de faire une réforme sans avoir la possibilité totalement de recréer du lien avec les autres diplômes du travail social. Or, il en existait, et il y en a certains qui ont disparu. Enfin, vous voyez, typiquement, on est sur ces espaces-là où on a besoin de nouvelles compétences, mais on n'a pas ces espaces de transversalité qui existent. Donc, on a deux types de prospectives besoin. On a la prospective métier, travail social, et la prospective économique filière, qui pourrait être alimenté par un espace de délibération scientifique. Okay. Voilà ce que dit le CESE très rapidement. Non, non, mais je pense que ça a répondu à la question. Si on n'a pas une seconde, si, il y en a ici, au milieu. Allez-y, monsieur. Oui, on voit bien que les enjeux, ils sont à deux niveaux. On a des enjeux un peu micro à court terme, c'est des enjeux d'urgence, et on a des enjeux macro à long terme. Et moi, je m'interroge aujourd'hui sur les solutions qui sont apportées sur le court terme. C'est-à-dire, effectivement, on se rend compte qu'il y a des mesures qui sont prises. Alors, je peux en citer, l'augmentation du nombre d'enfants accueillis en microcrèche, la formation BAFA à partir de 16 ans, la question des qualifications, on rogne un peu sur les qualifications attendues. Et je me dis, est-ce que c'est pas d'acter un mode de fonctionnement dégradé? Et est-ce que toutes ces mesures prises à court terme, elles ne sont pas contre-productives sur des solutions à long terme en termes de qualité du service rendu? Très bonne question qu'on va poser donc à Laurent Bonater, puisque vous avez parlé justement de BAFA Animation. C'est cette question de, on prend des décisions un peu dans l'urgence. Est-ce que ces décisions-là sont les bonnes? Est-ce qu'elles ne vont pas, à moyen ou à long terme, quelque part, avoir un effet pervers? Alors, déjà, on prend des décisions. Et l'important, c'est quand même quand la crise se fait jour de façon prégnante. Enfin, moi, comme maire, depuis 3-4 ans, j'ai vraiment vu la dégradation des candidatures et du coup de la qualité de l'offre que je peux proposer aux familles et aux enfants. C'est-à-dire que vous faites des choix par défaut et comme employeur, c'est vraiment pas satisfaisant. Donc on avait besoin de bouger. Après, il faut... Je ne sais pas quelle sera la durée de vie du comité de filière animation, mais sa première étape, elle est dans moins d'1 an. L'objectif qu'on s'est donné, c'est de travailler intensément, fort et relativement vite pour nous amener à des décisions égrenées tout au cours de l'année, mais avec un rendu définitif pour juillet prochain. Donc on n'est pas sur du très long terme. On verra quels seront les moyens disponibles, mis en œuvre et les arbitrages qui seront rendus. Ça, il m'appartient, comme le disait très bien Elisabeth tout à l'heure, de faire des résolutions, de porter des préconisations. C'est évidemment à notre ministère de tutelle de s'en saisir et plus largement au gouvernement et aux cofinanceurs. Mais le délai, il est à quelques mois. Évidemment, les décisions qu'on prendra d'ici juillet et en juillet mettront un peu de temps à devenir opérantes pour certaines d'entre elles. On connaît tous la réalité entre la décision publique et son opérabilité dans le temps. Mais donc voilà, je voudrais pas opposer, et pour essayer de répondre très clairement à la question, des réponses à court terme qui sont utiles, et il y en a beaucoup qui sont prises. Il y a beaucoup de collectivités qui font des choses aussi en ce moment, même si les budgets des collectivités sont compliqués en ce moment, mais moi j'ai vu beaucoup de collègues qui ont bougé sur les BAFA, sur les formations, sur le statut, sur la réorganisation de leurs équipes. L'État a pris des décisions, vous l'avez dit, notamment sur l'abaissement de l'âge du BAFA. On va voir, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur la pertinence ou pas de cette décision-là, sachant qu'on le sait tous comme professionnels, que le créneau 16-18 ans pour un employeur, il n'est pas simple à manier, parce qu'il y a des tas d'attendus qui ne sont pas réalisables entre 16 et 18 ans. Mais si ça fournit, notamment aux collectivités, mais à l'ensemble des employeurs du secteur animation, un petit volet de plus de jeunes très motivés, moi je vois de plus en plus de jeunes
grâce au SNU, notamment, pas uniquement, mais notamment grâce au SNU, j'ai des exemples très concrets et très récents en tête, de jeunes qui ont envie de donner de l'énergie, du temps pour le collectif. Est-ce qu'ils embrasseront tous la carrière d'animateur demain? C'est peu probable, vu la diversité de l'offre d'emploi et des filières qui recrutent en ce moment, mais tant mieux si entre 16 et 25 ans, le volume de jeunes disponibles et ayant envie de porter à la fois du sens, de l'activité et trouvant là un complément de revenus augmente. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Juste pour prolonger la question de monsieur et puis la poser à Elisabeth Laithier, est-ce qu'il n'y a pas justement ce risque aussi, quand on veut réagir, faire face à l'hémorragie, on peut dire, à la crise en tout cas, peut-être de réduire le niveau de qualification, le taux d'encadrement, et donc quelque part d'offrir quelque chose de dégradé, si je comprends ce que vous nous disiez, monsieur, et ça vaut évidemment aussi pour la petite enfance. Est-ce qu'on n'aura pas cette volonté à terme de réduire finalement la qualité, et qui va engendrer une nouvelle désaffection, un nouveau désenchantement, puisqu'on va quelque part mettre les conditions, malheureusement, du même problème. Oui, c'est à moi. Voilà, oui, d'accord. Merci. Alors, j'allais dire, je partage les deux prises de parole qui viennent d'avoir lieu. Monsieur, vous parlez effectivement de deux temporalités. Et nous en sommes bien conscients puisque nous-mêmes, au sein du comité de filière, nous travaillons sur ces deux temporalités. D'une part, quasiment l'immédiat. C'est pourquoi j'ai un groupe de travail qui s'intitule essayer de réduire la pénurie, mais à court terme, ou du moins d'apporter des petits bouts, des tout petits bouts qui vont desserrer un petit peu les étaux. Nous sommes très conscients, nous sommes dans le mur, ça c'est clair, au niveau des professionnels de l'accueil de la petite enfance. Donc, il faut d'une part travailler sur le court terme pour essayer d'apporter des ébauches de solutions, mais qui sont pour nous, comité de filière, que des solutions de court terme, je dis bien de court terme, tout en travaillant sur le moyen et le long terme pour éviter que dans 3-4 ans, quand on aura mis des rustines qui seront parties, on ne se retrouve dans la même situation. Donc, si vous voulez, ces deux axes de travail, nous les avons bien en tête et nous les menons de front. Parce qu'il n'est pas question, je dis bien pour nous, comités de filière, de s'attaquer et de réduire la qualité de l'accueil. Parce que si l'on réduit la qualité de l'accueil, cela signifie que la qualité au travail des professionnels est elle-même mise en cause et j'allais dire c'est un petit peu un cercle vicieux. Un professionnel qui n'est pas bien traité ne peut pas être bien traitant malgré tout le professionnalisme qu'il a. Donc ça, si vous voulez, c'est évident. Alors, monsieur, vous évoquiez des craintes concernant, par exemple, l'abaissement de qualification des professionnels. Bon, je pense que vous faites allusion à ce décret, alors qui n'émane pas du tout du comité de filière, mais dont je parle, du 29 juillet. Voilà, c'est un décret qui reprend lui-même un décret qui datait de 2000, donc quand même 22 ans, qui existait déjà, qui était très flou et qui le reprend en l'encadrant. Encore une fois, ce n'est pas le comité de filière qui en est l'auteur, voilà, mais en l'encadrant, en le verrouillant, en posant un certain nombre de conditions pour que les professionnels qui arrivent dans des structures d'accueil petite enfance soient très vite formés, et c'est une obligation d'entreprendre une formation qualifiante. Parce que, si vous voulez, quel est le problème? Quel est le dilemme? C'est que si je n'essaie pas d'augmenter avec prudence et en gardant la qualité, le nombre de professionnels, j'oblige des familles, des femmes, parce que essentiellement ce sont des femmes, par exemple, à s'arrêter de travailler. Donc, je plonge des familles dans une précarité parce qu'un budget, il a été construit sur 2 salaires, il n'y en aura plus qu'un, et j'empêche des enfants, et généralement ce sont ceux qui en auraient le plus besoin, d'avoir accès à une sorte d'égalité finalement, ou une marche vers l'égalité par rapport à d'autres enfants. Donc c'est très compliqué et il faut faire un choix. C'est le choix des gestionnaires, effectivement, ou bien dans un temps, si vous voulez, qui est un temps limité, un petit peu passerelle entre la solution d'aujourd'hui où on est dans le mur et les solutions que nous proposerons
qui seront de deux types, une revalorisation salariale, mais aussi surtout, et je rejoins totalement le rapport du CESE, redonner du sens à ce travail. Bon, les métiers de la petite enfance et plus généralement les métiers d'accueil sont des métiers qui ont un sens. Voilà. Ce sont des métiers qui ont une utilité pour la société. On l'a bien vu en période de Covid. Si ces métiers n'avaient pas existé, que se serait-il passé? Bon, donc il faut arriver à retrouver ce sens et surtout à le porter haut et fort auprès des familles, auprès des parents et auprès des professionnels, qu'elles retrouvent la fierté de leur métier. Ça ne se fera pas en 24 heures, ça ne se fera pas en quelques mois. Nous y travaillons j'allais dire, avec énormément d'ardeur, mais après, le temps est incompressible. Le temps des formations est incompressible. Le temps de reconstruire des relations est incompressible aussi. Donc, si vous voulez, ces mesures qui peuvent vous faire craindre, et je le comprends, je l'entends, un manque ou un abaissement de la qualité ne sont pour moi, pour nous, comité de filière, que des mesures transitoires permettant, pendant ce temps-là, d'établir un nouveau rapport au travail, un nouveau rapport à tous ces métiers. Oui, on comprend bien que dans votre réponse, finalement, vous agissez et à court terme et à long terme. Et donc, vous menez de front, effectivement, ces deux temporalités pour essayer de, répondre à la crise et de préparer l'avenir. On a bien compris les failles qui vous attendaient. Puis vous aviez raison de revenir sur les conséquences du manque pour les bénéficiaires, justement, de cet accueil, de ce service, parce que c'est malheureusement, finalement, la précarité de professionnels au travail qui engendre la précarité du bénéficiaire. Et c'est cette interdépendance vicieuse qu'il faut essayer d'enrayer. Question dans la salle, autre question ou pas? Alors vous les voyez, je ne sais pas si vous les voyez, nous, chez vous, le public, mais on a un public de folie là. Hein. On a à peu près 200 personnes au quorum qui sont dans une salle. Alors ils sont dans des sièges assez confortablement installés, c'est vrai. Mais je vous assure, pour bien les connaître, là, depuis le début, ils ont une vraie écoute et aussi un œil aiguisé et une pensée qui l'est tout autant, mais ils sont timides. Ben voilà. Ça, c'est le problème, c'est l'humilité, quoi, des gens des PEP, quoi, c'est ça. On n'ose pas trop, on fait le job, on fait le travail, on souffre, on ne le dit pas, on prend sur soi. Vous avez une question ou pas? Sinon, je continue à dire des blagues et ça digresse. Alors, moi, j'en ai une, si vous n'en avez pas. Je vais quelque chose de super concret, Laurent. Je suis un jeune, d'accord? Je suis un jeune... Peut-être j'ai entendu vaguement parler du BAFA, parce qu'il y a la question de la visibilité de tous ces métiers-là, comment on arrive à communiquer, comment on arrive à informer, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez central. J'ai vaguement entendu qu'on peut faire des animations colo. Là, je suis plutôt dans la catégorie, on l'avait dit, plutôt animateur volontaire. Je ne sais pas encore si je vais en faire ma vie. En tout cas, je veux tenter cette expérience. Et c'est souvent comme ça que parfois des vocations peuvent naître. Comment vous faites pour ce jeune-là? Et ça vaut aussi pour vous, Elisabeth, pour essayer de recruter. En gros, si vous aviez qu'un seul message à faire passer à ces jeunes-là, puisqu'on parle de manque d'attractivité, de crise de recrutement, qu'est-ce qu'on dit à ce jeune qui n'a pas forcément l'information, qui ne sait pas forcément vers où il va aller, qui a entendu dire que c'était la crise, parce que je peux vous dire, les jeunes, je les connais, il y a aussi une grande anxiété qui est liée d'ailleurs au traitement médiatique et à la situation qui est la nôtre, qui n'est pas simple. Donc il n'est pas forcément joyeux et enthousiaste et positif vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on dit à ce jeune pour faire en sorte qu'il nous rejoigne, qu'il vous rejoigne, et pour arriver à transmettre justement ce métier qui pourrait être un plus pour lui? Qu'est-ce que vous dites, Laurent, rapidement, mais là, très concrètement? Faites en sorte, tiens, parlez-moi comme un jeune, je suis ce jeune. Je suis toujours un peu jeune d'ailleurs. Mais... On est tous jeunes, c'est ça qui est important. Écoutez, moi, alors c'est mon expérience d'élu local qui va parler. Beaucoup de jeunes à Caudebec, quand ils ont une difficulté, une recherche de stage, une première demande, ils viennent voir la mairie. Pas tous, mais beaucoup. C'est une pratique qu'on a. Je pense qu'on est beaucoup d'élus locaux à travailler comme ça. Et donc, la première proximité est à la fois parce que en l'occurrence, on a des aides, on a des besoins, puisqu'on est des employeurs, et on a des réseaux, et on a la connaissance du tissu local à la fois des collectivités, des employeurs associatifs, des fédérations. Donc moi, le premier conseil que je dirais à un jeune entre 16 et 20 ans, ou 21 ans, ou 22 ans, qui commence à se poser des questions sur premier job, perspective, c'est de venir taper à la porte de sa mairie. La difficulté, je le disais tout à l'heure, c'est que, et Evan en parlait très bien tout à l'heure, il y a la question du sens qu'on donne à sa vie, et il y a la question du volume d'offres disponibles. Et aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, et notamment sur les marchés de l'emploi précaires, temporaires, intérimaires, il y a une offre
très, très florissantes, diverses, avec pas le même sens de mettre des choses dans un drive à Leclerc ou de bosser dans le secteur de l'animation. On n'est pas du tout sur le même sens et pas du tout sur les mêmes perspectives. Mais malheureusement, il y a une grande partie de la jeunesse qui va au plus simple, au plus évident, et que nos métiers, vos métiers, ne sont pas forcément les plus simples et les plus évidents, comme ils l'étaient il y a peut-être encore 15 ou 20 ans. Donc c'est peut-être un manque de visibilité, je caricature, hein. Mais là vous parlez justement du drive de Leclerc, enfin en gros de cette nouvelle économie, de la désintermédiation. On va se dire qu'on va trouver un boulot rapide pour faire une livraison Amazon ou autre. Encore une fois, je suis dans la caricature, qui est d'ailleurs un métier précaire tout autant. Enfin tout autant, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a une précarité, il y a une souffrance au travail également. Mais donc c'est un problème de visibilité. Vous dites il faut qu'il aille frapper à la porte de la mairie, mais faut-il qu'il trouve le chemin de la mairie, et surtout qu'ils se disent que dans la mairie il y aura quelqu'un pour l'accueillir et qu'il y aura une opportunité. Le chemin de la mairie, il pourra le trouver, il y a des panneaux. Mais après derrière, il faut qu'ils se disent qu'il y a quelque chose justement dans cette mairie. Alors donc l'autre sujet, moi je suis pas mal sur les réseaux sociaux. Je regardais tout à l'heure, j'essayais de voir les publications que j'allais faire pour rendre compte de notre échange. Je ne sais pas si les PEP sont sur Instagram par exemple, et peut-être que alors peut-être que certains de vos entités y sont, mais est-ce que vous y êtes collectivement? Il y a quand même des supports sur lesquels nous on n'est pas naturellement. Instagram. Snapchat, qui enfin, vous nous dites, allez chercher les jeunes là où ils sont. Alors oui, on me dit que les PEP ont un compte Instagram, et je vous engage tous à le suivre d'ailleurs. Non, effectivement, je comprends. Vous voulez dire que la visibilité, elle pourrait être aussi d'aller trouver les nouveaux outils. Les modes d'information, les modes d'information des nouvelles générations ont totalement changé par rapport à ce qu'étaient nos modes d'information. Et donc, ils n'attendent pas Paris-Normandie en Normandie, Sud-Ouest dans le Sud-Ouest et le journal du dimanche le dimanche pour s'informer. Ils sont bien ailleurs. Donc, vous avez raison. Je vais tout de suite, à la fin de cette table ronde, en parler à Dominique Gillot pour qu'on crée un compte TikTok des PEP. Et je pense que ça pourrait être une manière d'être présent. Peut-être même une première vidéo avec Dominique. Mais j'entends ce que vous dites et vous avez raison sur la communication, qu'il faut savoir appréhender les nouveaux outils, mais c'est ce que font en partie les PEP. Elisabeth, juste, même question où par rapport à qu'est-ce qu'on dit à ce jeune, ou peut-être cette jeune, parce que c'est peut-être plutôt un public féminin, vous le disiez tout à l'heure, qui est intéressé par la petite enfance, parce que là, pour le coup, la petite enfance, vous avez un produit d'appel, entre guillemets, qui amène des vocations, une passion. Travailler à éduquer les jeunes générations, on va dire que naturellement, ça porte en elle déjà des valeurs. Mais elle a entendu dire que c'était compliqué. Mais elle a entendu les propos de sa cousine, de son amie qui a travaillé avec qui cette équipe. Qu'est-ce que vous lui dites si vous devez lui dire qu'une seule chose? Alors, si je devais lui dire qu'une seule chose, peut-être 2 ou 3 choses, si vous permettez, pas une seule. Je lui dirais que ce sont des métiers. Est-ce qu'elle veut faire un métier qui a un sens? Voilà, qui a un vrai sens. Première question. Est-ce qu'elle veut faire un métier qui soit utile pour la société d'aujourd'hui et de demain? Parce que la petite enfance, c'est qu'on est utile pour la société d'aujourd'hui parce qu'on lutte contre la précarité, on lutte contre l'inégalité homme-femme, etc., mais également pour demain, puisqu'on prépare les adultes de demain. Et est-ce qu'elle veut faire un métier qui a un avenir, devant lequel elle pourra avoir une progression de carrière? Parce que c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut dire, il y en a très peu. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, la désinfection de ces métiers de petite enfance, c'est que le jeune, il se voit auxiliaire puère toute sa vie. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas entendable pour un jeune. Un jeune, il a envie d'avoir une carrière, et ce n'est pas un gros mot, même quand on travaille dans l'humain, il a envie de progresser, il a envie de pouvoir changer, pourquoi pas. Donc, essayer d'établir une filière, et moi, c'est ce que je dirais à ce jeune. Alors, garçon ou fille, parce que j'aimerais bien qu'il y ait davantage de garçons. La société, elle est garçons et filles, et ce serait bien, et les structures dans lesquelles il y a des garçons, je vous assure, c'est un vrai plus, et y compris les professionnels sont ravis d'avoir ces garçons dans les équipes. Donc, je lui dirais, voilà, est-ce que tu veux un métier qui ait du sens? Est-ce que tu veux un métier qui soit utile? Voilà, tu as l'impression de te rendre utile, dans lequel tu seras reconnu. Voilà. Et est-ce que tu veux un métier dans lequel tu puisses envisager une progression professionnelle, soit dans le même type de profession, soit en allant avec des passerelles dans des métiers voisins? Vous voyez? Donc, en fait, donner non seulement toujours les 2 temporalités, un sens aujourd'hui,
mais une ouverture sur demain et une avancée éventuellement, parce que ou la jeune a peut-être envie à 18 ans de faire ça, et puis à 30 ou 35 ans aura envie d'autre chose. Voilà. Donc qu'ils aient ces possibilités, et c'est ce à quoi également nous travaillons dans l'un de nos groupes pour essayer de faire une vraie filière de l'ensemble de ces métiers. Donc voilà, du sens, de l'utilité et un avenir. De sens, de l'utilité, de la reconnaissance et un avenir. Si vous posez la question de est-ce que tu veux, je pense que la réponse est oui. Après, est-ce qu'on arrive à offrir les conditions pour permettre et pour être fidèle à sa promesse? Ça fait partie de votre mission à long terme. Alors là, j'offre... Ah, voilà, parce que j'allais offrir la dernière chance pour la dernière question. Et ça, généralement, ça met une petite pression, ça marche bien. Allez-y, monsieur. Oui. Alors, je ne voulais pas prendre la parole parce que ce que j'entends me met relativement en colère et du coup, j'ai... Voilà. Parlez un petit peu plus fort, monsieur. Les débats introductifs de cette réunion-là, mardi après-midi, m'avaient déjà passablement énervé. Et là, ce que j'entends aussi, j'entends parler de vocation, de réenchantement des fonctions, de mise de sens, de valeur. Et c'est beau, enfin, c'est bien, effectivement. Sauf que les professions dont on parle, c'est des professions qui se prennent le réel en pleine gueule, en permanence. Voilà, c'est ça. C'est des jeunes polytraumatisés, c'est des mères qui sont obligées de rester à domicile pour s'occuper des enfants avec handicap parce qu'il n'y a pas de lieu d'hébergement. C'est la misère et c'est la souffrance. C'est ça dont on parle. Et on parle aussi de 3% d'augmentation de salaire. Voilà, 3%. C'est ça la valeur qu'on accorde à ces métiers qui sont admirables. 3%, ça veut dire quoi? On a 6% d'inflation, à la fin de l'année, on sera probablement à 10%. Ça veut dire que vous demandez à des animateurs qui touchent 1000 balles, 1200 balles, à une AESH qui touche 600 ou 800 euros par mois, de perdre de l'argent, en fait, parce que c'est de ça dont on parle. 3% avec une inflation à 6 ou 10, c'est qu'on perd de l'argent tous les jours. Voilà. Et moi, ça me fait monter une colère quand j'entends tous les ministres, les secrétaires d'État qui parlent de réenchantement. Mais c'est Harry Potter, quoi. Qui est-ce qui veut se faire enchanter ici? Moi, j'ai pas du tout envie d'être enchanté. Attendez, et si on peut laisser le micro, monsieur, parce que j'ai une question à lui poser. Vous avez raison, et c'est pour ça aussi qu'on donne la parole à la salle, c'est pour qu'elle puisse s'exprimer. Et vous êtes des gens de terrain, donc c'est très intéressant d'avoir ce retour. Et le fait que vous ayez été applaudi prouve que ce retour est partagé par un grand nombre. Malheureusement, c'était un petit peu, vous l'avez compris, ce que j'ai dans le sens de la question, en disant qu'est-ce qu'on promet et quelles sont la faisabilité en fait, de cette promesse. Mais pour essayer d'avancer le débat, on entend la colère, on entend votre colère. Encore une fois, ce n'est pas la vôtre, elle est partagée. Quelle solution vous verriez? Vous êtes quelqu'un sans doute de terrain. Qu'est-ce que vous pourriez... Là, on a 2 représentants de comité de filière, un rapporteur du CE. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Moi, Total s'est mis en grève. Ils ont bloqué toutes les raffineries. Ils ont gagné 8% d'augmentation de salaire. 8%. Voilà. Dans nos métiers, dans nos fonctions, vu l'éparpillement des établissements, il n'y a jamais de grève, il n'y a jamais de manifestation. Et tous les professionnels de l'action sociale sont plutôt sages, dociles, et avec un sens de la culpabilité très ancré qui fait que jamais ils arrêteront de bosser. Jamais. Moi, ce que je propose, et je pense que ça serait une idée qui serait plutôt intéressante, c'est qu'on ne va pas faire d'appel à manif, à grève, à blocage, à machin, mais c'est de parler de la réalité de nos métiers. C'est qu'il faut présenter ce que ça veut dire d'être une AESH, de commencer à bosser à 8h du matin, d'avoir ses propres gamins qu'on ne peut pas accompagner à l'école, ce que ça veut dire d'être un éducateur spécialisé qui accompagne des gamins étrangers, polytraumatisés, soumis à la toxicomanie, la rue, la prostitution ou je ne sais pas quoi d'autre. Ce que ça peut vouloir dire d'être un psychomote qui travaille avec des gamins polyhandicapés, de se colter la souffrance quotidienne comme ça, de gamins qui ne parlent pas, qui ne bougent pas. Voilà, il y a une réalité de notre métier. C'est pas, mais vous pensez que cette réalité, elle n'est pas assez diffusée ou elle n'est pas assez entendue ou les deux? Mais personne ne veut voir. Personne ne veut voir cette réalité-là. C'est la misère du monde, c'est la souffrance quotidienne. C'est pas beau à voir, on n'a pas envie de voir ça. Qui veut voir quelqu'un qui bave dans un fauteuil électrique et qui se cogne contre des murs? Personne. Personne ne veut voir ça. Alors on vous a entendu, et est-ce que quelqu'un, je ne sais pas, Evan ou d'autres, qui veut s'exprimer cette question? Peut-être aussi pour conclure maintenant, peut-être tout le monde rapidement, Laurent.
On va vous ouvrir votre micro. Ah, mais Evan avait demandé la parole avant. Ah pardon, excuse-moi. Evan, vas-y. Ça vous laisse un petit peu plus de temps de réflexion. Evan, par contre, on ne vous entend pas. Pascal, attendez, Evan. On a perdu le son. N'y voyez aucune manipulation technologique. Hein. Vraiment. Moi, j'ai un petit bouton en dessous, là, je coupe, je fais ce que... Evan, allez-y. Alors, c'est un spectacle mis en scène par Laurent. Allez-y, le temps qu'on retrouve Evan. Alors, ouais, écoutez, moi, j'entends hein, la colère des professionnels. Comme maire de terrain, on y est confronté tous les jours, à la fois sur la réalité des difficultés des métiers, la difficulté des rémunérations. Là où je ne peux pas laisser le propos qui vient d'être tenu sans réagir, c'est que faire une comparaison facile pour se faire applaudir dans une salle avec les pétroliers et nos filières, c'est que le pétrolier, son employeur, il gagne beaucoup d'argent et donc le mouvement de grève, même si on peut discuter du niveau de revenu des pétroliers qui sont mis en grève, on pourra en discuter longtemps, mais en tout cas, il y a un rapport entre les bénéfices faits par les pétroliers et la redistribution auprès de leurs salariés. Dans notre modèle à nous, la question, c'est pas la même, parce que vous parlez comme professionnel, mais vous êtes aussi dans la salle employeur. Je suis employeur, nous le sommes tous. Aujourd'hui, les associations, les collectivités locales, elles n'ont pas de bénéfices cachés, elles n'ont pas de trésor de guerre pour aller augmenter les salaires. Sinon, vous vous doutez bien qu'on le ferait. Enfin, je veux dire, en tout cas, moi, comme élu local engagé, j'ai pas comme but de mal payer mes collaborateurs. La réalité, alors, il se trouve que dans la fonction publique, enfin, le point d'indice a été revalorisé et que donc tout le monde va augmenter un peu ses salaires inférieurs à l'inflation, hein, ce que vous disiez, vous aviez raison de le dire, je ne conteste pas le constat que vous faites, mais on ne peut pas comparer nos filières, nos métiers et la prise en compte par la société qui est à améliorer et les budgets disponibles qui sont à augmenter et des métiers et des industries pétrolières qui nagent dans l'or noir. Là, il y a et donc le rapport de force que nous devons avoir collectivement, il n'est pas uniquement entre les employés mal payés et pas assez considérés et des employeurs qui n'ont pas les moyens de les payer plus, il est bien dans la prise en compte globale que notre société, notre mode de financement doit avoir de vos professions et des métiers que nous faisons. Et donc, je me permets juste cette mention un peu ferme, c'est que pour se faire applaudir, on ne peut pas non plus comparer des sujets et des métiers qui ne sont pas comparables. Et la question de la revalorisation de vos actions, de nos actions et de vos métiers est fondamentale, mais elle ne se résout pas malheureusement dans un simple rapport entre employés et employeurs. Alors, juste précision, je ne pense pas que le monsieur cherchait particulièrement à se faire applaudir. Non, mais il l'a fait. Il n'a pas encore une vocation du spectacle, il lance pas son one-man show, mais peut-être qu'il le fera un jour, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, ce que je retiens de l'intervention quand même du monsieur, c'est quand il parlait, alors après l'allusion aux pétroliers et la sienne, mais c'est cette culpabilité justement, quand il y a la culpabilité de ne pas se mettre en grève. Et je pense que ça c'est intéressant, on parle de quête de sens. C'est-à-dire qu'en fait la quête de sens, elle est là. C'est que si la personne elle ne se met pas en grève, c'est justement parce que son travail a du sens. Et parce qu'elle se dit, si je me mets en grève, je fous dans la merde tout le monde. Donc je pense que c'était ça qu'il disait, c'était qu'il n'a pas la mesure justement de faire parce que le sens est toujours là. Moi c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Rapidement monsieur, parce qu'on va essayer de se faire... voilà. Ce que je dis, c'est que je suis employeur, je suis directeur d'un établissement et j'ai 30 personnes dans les structures. Que tous les midis, je vais manger au Lidl à côté de la boutique. Et qu'un magasinier, c'est 1800 balles par mois, qu'un responsable de magasin, c'est 2600 € par mois, et que c'est des salaires que je ne peux pas proposer aux personnes qui travaillent dans la structure où je suis. Voilà. Alors, je veux bien me faire applaudir sur Total, effectivement, c'est facile. Si vous voulez qu'on parle de redistribution des revenus, on peut le faire, hein. Allons-y. On va parler quoi? De l'impôt sur le revenu, on va parler sur les fortunes, on va parler voilà, ouais. Il y a des priorités qui sont faites, qui manifestement ne sont pas les propriétés, ne sont pas sur l'action sociale et sur l'éducatif. Voilà, merci pour votre intervention. Même si vous vous doutez bien, monsieur, qu'on n'a pas ni le temps ni l'endroit pour faire ce grand débat par rapport à la juste rétribution des revenus, mais il serait sans doute intéressant de le faire, juste parce que le temps court. Il y a
Alors, vous vous réveillez à la fin, vous êtes sympa. Pendant 1 heure, je demande des questions, ils n'agissent pas, alors à la dernière minute, ça se réveille. Une dernière alors, c'est ça? Qui parle là? Oui, moi, là. Allez, je l'ai déjà parlé il y a 2 jours. Alors, là, debout. Alors, voilà. ok, allez-y. Non, je ne reviens pas sur les propos très justes du collègue. J'étais sur autre chose. Simplement, deux petits points. Moi, je suis pour débattre un peu. Hein. Je ne suis pas convaincu qu'on attirera en allant sur TikTok, Instagram et Snapchat. J'ai des adolescents dans ma famille. Je pense que ce sur quoi nous communiquons au PEP, à la Fédé, dans les AD, ne les intéressera pas. Je veux dire, ce n'est pas les communiqués de presse qu'on fait qui vont donner envie aux professionnels de venir. Ou alors les professionnels, moi je serais plus intéressé, et je lance la proposition, qu'on forme nos responsables RH à utiliser LinkedIn ou Indeed par exemple, et qu'on se perfectionne là-dessus. Ça me semblerait plus concret. Après, Instagram, TikTok, très bien, mais pas pour toucher les jeunes. Vous voyez, enfin, je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange tout dans l'usage des réseaux sociaux. Mais je peux me tromper, c'est un point de vue, pas de souci. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, j'étais sensible à ce que vous disait notre intervenante qui est sur la place Stanislas, là, à Nancy, excusez-moi, je n'ai pas retrouvé votre nom, sur le fait que les professionnels, on leur demande de répondre sur la qualité et pas que sur la quantité d'activité. Alors c'est vrai, moi je suis d'accord que c'est plus motivant. Il nous reste une difficulté, c'est comment on rend compte à nos financeurs qui, eux, nous demandent du quantitatif et pour lequel on a du mal à répondre sur la qualité de ce qu'on répond. Je trouve que c'est difficile de rendre compte de la qualité des interventions dans des dialogues de gestion avec nos autorités. Donc peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse là-dessus pour qu'en effet, ce qu'on demande aux professionnels, on puisse les réutiliser. Moi, je crois beaucoup à valoriser les expériences réussies. On en parlait à table avec des collègues hier, c'est-à-dire dire que l'action sociale, c'est difficile. Je pense qu'il ne faut pas mentir en mettant des images trop papier glacé, mais que ça aboutit à des résultats et que les médias ne focalisent pas que sur les structures qui ne vont pas bien, mais aussi sur tous les parcours réussis. Et peut-être que là-dessus, on a du mal à dire combien de projets personnalisés on a réussi. Oui, enfin, alors, je sais bien que réussir un projet, c'est toujours... Voilà, je voulais simplement dire que c'est difficile de valoriser ce qu'on fait de bien parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on a réussi, en fait. Voilà. Voilà. Contribution adressée à Elisabeth Laitier. C'est son prénom. Oui. Et non, Elisabeth, on vous écoute. Oui. Monsieur, dont j'ignore le nom, mais peu importe, je suis 100% d'accord avec vous. 100% d'accord avec vous. La difficulté quand nous dialoguons avec nos financeurs, parce que puisqu'il est question de finances, hein, voilà, et de salaire, je suis également d'accord avec l'obligation d'une revalorisation salariale, bien évidemment. Voilà, et pas assez demandé parce qu'en fait, ce sont des métiers de l'invisible. Elles se sentent comme des métiers, ils se sentent comme des métiers de l'invisible, et voilà, et c'est dommage. Mais lorsque l'on va rencontrer les financeurs, à savoir la Caisse nationale d'allocation familiale, parce que pour nous, métier de la petite enfance, c'est notre financeur au niveau des salaires, voilà, des professionnels, on est face, si vous voulez, à une gestion très comptable. Et alors que il nous faut une gestion sociale. Et c'est extrêmement difficile parce que pour demander une augmentation, pour demander une valorisation, voilà, on va nous demander des comptes et d'aligner des lignes avec des opérations qui ont été faites, qui n'ont pas été faites, le nombre d'enfants, le nombre de ceci, etc. Mais comment parler de la qualité? C'est extrêmement difficile, d'autant plus que la qualité d'un accueil chez un petit, c'est primordial, mais l'on va s'en rendre compte quand? Pas tout de suite, en fait, c'est de l'investissement. Or, vous savez très bien, toutes et tous qui êtes dans la salle, que l'investissement, ce n'est pas à la minute où on le fait qu'on en récupère les fruits, c'est bien après. Voilà. Donc, il faut que nos gouvernants, que nos cofinanceurs acceptent que j'allais dire, passent par ces augmentations, mais qui seront des investissements. Ce ne sont pas eux qui en recueilleront les fruits, mais ce seront les familles, ce seront les enfants, c'est la société de demain. Voilà. Quand on est dans ces métiers, on ne travaille pas pour recueillir tout de suite aujourd'hui, sinon ce n'est pas la peine, autant partir tout de suite, mais on travaille pour demain, pour
investir. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'on est en fait avec deux logiques qui se heurtent, la logique comptable et la logique sociale. Voilà. Si vous, enfin, moi, c'est vraiment un des points sur lesquels j'ai encore du mal à faire passer ces idées. Donc, je vous suis entièrement d'accord. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, pardon, parce qu'on va devoir bientôt passer à la séquence suivante. Allez-y, madame. Francine Ducoff, PEP 19. Moi, je voulais intervenir sur ce que vient de souligner cette personne, parce que moi, ça me révolte au niveau du sens. On parle du sens, on parle d'éducation, et on se veut ici acteur de transformation sociale. Et l'évaluation de ce qu'on fait, l'évaluation de ce qu'on fait humainement et même l'évaluation de l'impact socio-économique de notre action, on ne se donne pas les moyens de travailler sur la temporalité. Et ça, c'est une responsabilité politique, véritablement. Et c'est désespérant. Et je crois qu'il faut vraiment que ça soit dans cette dimension. Sinon, le sens, on ne va jamais le trouver. L'évaluation de ce qu'on fait, c'est ce qui conditionne la société de demain. Et si on ne travaille pas là-dessus, ben on va ajouter des mots, de la bien-pensance, mais finalement, on va dans le vide. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut que les politiques prennent en compte, non pas le temps politique, mais le temps du parcours de vie. Merci beaucoup, madame, pour votre contribution qui m'offre la transition parfaite vers la dernière intervention qui va être celle d'Evan, qui va nous donner le mot de la fin. Si j'entends ce que vous nous dites, c'est encore une fois trouver les bons indicateurs pour arriver à quantifier de la qualité du travail, arriver justement, ce qu'on se disait tout à l'heure, à essayer d'appréhender l'humain qui est difficilement appréhendable pour pouvoir arriver à considérer l'action, surtout quand c'est une réussite. Et là, je reprends la question précédente et puis peut-être mettre mieux en valeur les succès. Ça peut faire partie éventuellement de vos pistes de solutions, Evan, d'avoir ces autres indicateurs, mais qui demandent un changement presque structurel. Donc Evan, vous allez avoir une mission compliquée, puisque vous allez avoir le mot de la fin, et dans ce mot de la fin, arriver à réunir, pour reprendre les propos de monsieur, mais je pense qu'ils sont partagés par beaucoup de personnes, c'est-à-dire des déclarations d'intention qui sont nécessaires. De toute façon, quand on fait des déclarations d'intention, on ne va pas prévoir le pire, on prévoit toujours le meilleur, mais qu'elles ne restent pas justement à l'état de déclaration, de promesse, pour arriver à ce qu'elles puissent se concrétiser sur le terrain. Je sais que ce n'est pas forcément votre rôle d'être super-héros, mais néanmoins, est-ce que dans le rapport que vous avez mis en place, s'il y avait justement des options, parce que vous avez mis en place aussi des pistes d'action, des options, quelles pourraient-elles pour qu'elles soient la plus effectives pour essayer de réunir ces tensions, en fait? C'est à vous, Evan. Eh bien, écoutez, un rôle de super-héros, ça va être très compliqué. Je voulais quand même réagir, parce que sur la question de qu'est-ce qu'on dit à un jeune, déjà dire, je pense que c'est pas que les jeunes qu'il faut cibler. Aujourd'hui, on est sur une problématique où de toute façon, ces métiers-là peuvent intéresser de plus en plus des personnes dans un deuxième parcours professionnel, troisième, quatrième, donc en cours de vie professionnelle. Donc, faut peut-être pas trop cibler uniquement sur les jeunes, même si on sait qu'ils font de moins en moins appel à l'offre de formation. Si de toute façon, ils font appel de moins en moins à l'offre de formation, c'est que de façon générale, et je m'inscris dans ce qui a été dit, ces métiers sont invisibles, les populations auxquelles ils s'adressent sont invisibles. Les enfants sont invisibles dans notre société. Il y a régulièrement des papiers qui prouvent qu'en fait, on les voit de moins en moins dans la rue, dans l'espace public. Les enfants de crèche, les bébés, sont mal considérés. Ils sont considérés au mieux comme étant celui qui pleure dans le train et, excusez-moi, enfin, je vais un peu rapidement, mais pourrit le voyage de tout le monde. On a beaucoup de difficultés à les valoriser culturellement. Et je parle pas effectivement de toute la population en situation de handicap, que ce soit handicap physique, psychique, des déficiences cognitives ou autres. Donc on a cette difficulté-là. Et c'est dans ce sens-là que le CESE on a débattu, hein. On n'a pas dit qu'il fallait faire, par exemple, une campagne de promotion dans les collèges et les lycées. Ça, on s'est dit, ça sert à rien, on le dit tout le temps, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien de le redire, tout le monde aura déjà l'idée. Par contre, ce qu'on a convenu, c'est que, d'une part, il fallait effectivement arrêter les campagnes de communication trop positives. Ce sont des métiers difficiles et exigeants, et ils font face à des réalités difficiles et exigeantes, et ils ont une valeur éthique.
Eh ben, il faut pouvoir le dire, l'expliquer et que les personnes qui veuillent s'engager voient bien cette réalité pour ne pas se désengager au bout de quelques jours. Parce qu'en fait, la réalité, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on vend sur le papier des beaux métiers. On dit qu'ils sont utiles, mais moi, je pense que il faut presque arrêter de dire qu'ils sont utiles. Je pense que de fait, on le sait. Par contre, il faut prouver qu'est-ce qu'ils sont concrètement pour que les personnes sachent dans quoi elles s'engagent. Le deuxième aspect, c'est que dans la même préconisation, on préconise en fait que les acteurs culturels se réemparent de ces métiers et de ces publics-là. Il y a très très peu de production culturelle, et quand je dis production culturelle, je parle autant du point de vue des musées, du cinéma, de la radio, enfin de façon générale, il faut qu'on redonne la place à ce public-là et à ces professionnels dans ces espaces-là pour qu'ils racontent, pour qu'ils se racontent au travers de fiction, et que finalement ça fasse partie des objets culturels qui sont désirables. On a énormément de productions culturelles qui vont traiter d'avions, qui vont traiter de technologie, de science-fiction. La science-fiction est très axée sur la technologie. On a peu de science-fiction sur les relations humaines. Enfin, vous voyez, il y a un ensemble de débats culturels. Alors, vous allez me dire, c'est un peu lointain, mais en fait, c'est comme ça qu'on investira sur l'avenir culturellement, sur le pourquoi ces métiers sont désirables. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, sur la question de qu'est-ce que nous, on a à promettre en tant que secteur, je pense qu'il faut qu'on regarde, on est dans une situation de crise qui fait qu'on n'aura pas le choix, et il faut être pragmatique, on n'aura pas le choix de recruter des personnes qui ne sont pas formées. Parce que de toute façon, le système de formation ne pourra pas former à la vitesse qu'il faut tout le monde. Et on a la chance d'être sur un secteur qui historiquement s'est construit avec des personnes qui n'étaient pas formées et qui se sont formées, qui ont construit en cheminant des savoirs. Donc, il faut qu'on arrive à se réinvestir nous-mêmes de cette capacité qu'on avait et qu'on a toujours, hein, c'est-à-dire que la formation d'un travailleur social, d'un animateur, c'est moitié en centre de formation, moitié sur le terrain. Donc, il faut qu'on se réinvestisse sur nous, notre rôle en termes de formation et d'accueil de ces personnes-là, avec une forme de promesse. Et je pense qu'il faut qu'elle aille plus loin que ce qui a été encadré dans l'arrêté du 29 juillet de cette année pour les crèches. Je pense qu'on peut vraiment imaginer beaucoup plus de choses. Il y a l'apprentissage, il y a la FEST, l'action de formation en situation de travail. Il y a un certain nombre d'outils qu'il faut réussir à remobiliser et un certain nombre de certificats de formation continue à reconstruire du point de vue des OF, mais en lien avec les employeurs et les syndicats de salariés. J'insiste sur le fait qu'il faut vraiment associer les professionnels et les salariés encore plus dans cette période très mouvementée, parce que sinon on va passer à côté d'un certain nombre de sujets. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister. Je pense qu'on a quelque chose à promettre, mais il faut qu'on y travaille, c'est reconstruire les conditions d'un accueil et d'une formation en cours d'emploi et pas seulement demander aux personnes d'arriver formées. On sait faire, on a su faire. Je crois beaucoup qu'on puisse réussir à le refaire de nouveau. Et enfin, le dernier point, eh bien, en fait, il va falloir qu'on bataille, mais ça, c'est certain. Changer de paradigme, ça veut dire rebatailler pour réussir à expliquer pourquoi le paradigme dans lequel on est aujourd'hui, il va droit dans le mur. Et je pense qu'il faut insister. On a débattu, des employeurs nous disaient au CESE, il faut maintenir coûte que coûte la continuité de service. Et ben ça, on l'a pas retenu, ce terme-là. Parce qu'on s'est dit, en fait, à un moment donné, on peut pas, parce que si on le fait, c'est-à-dire qu'on accepte l'idée que le plus important, c'est d'occuper et non pas d'éduquer ou de permettre à des personnes d'accéder à leur autonomie et à leurs droits citoyens. Et donc, du coup, on a dit la continuité de service, elle doit être placée à ce niveau-là et pas seulement au niveau de j'ai tant de personnes face à moi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur l'évaluation de ce qu'on fait, oui, il faut rendre des comptes, sauf que d'une part, Elisabeth l'a très bien dit, il y a une gestion comptable qui a pris la place sur le reste des logiques. Il faut rappeler, je pense, à nos interlocuteurs que rendre des comptes, c'est rendre des comptes de façon qualitative et compréhensive. Je m'explique, c'est que nos actions ne s'évaluent pas en fonction d'indicateurs a priori, mais elles s'évaluent surtout a posteriori, ou à leur rencontre finalement de qu'est-ce qui s'est joué dans ce qu'on a mis en place. Et il faut qu'on soit en capacité, c'est d'ailleurs, enfin, je le dis à titre professionnel, quand on forme des travailleurs sociaux, des animateurs, on leur demande de réussir à expliquer ce qui s'est joué dans ce qu'ils ont mis en place vis-à-vis des intentions qu'ils avaient. Et on a aujourd'hui des logiques d'évaluation qui visent plutôt à dire qu'est-ce que vous regarderez pour prouver que vous avez réussi. Vous voyez bien que là, il y a un hiatus, donc il faut réussir à batailler là-dessus auprès des collectivités locales ou de l'État, et puis aller reconstruire avec eux des indicateurs. On a la chance d'avoir eu des expérimentations dans l'ESS qui ont permis de construire ce type d'évaluation de l'utilité sociale et pas seulement de l'impact ou de la performance sociale. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille réutiliser ces outils, aller les travailler un peu plus. On a si je parle au sein du réseau du CNAGEF, on a des fédérations qui sont employées, dans les autres fédérations du médico-social ou social également. Donc, j'ai envie de donner un message d'espoir, mais je dis ça alors que je sais pertinemment qu'on a une promesse qui est très compliquée. Nous sommes des métiers de sens, nous sommes des métiers exigeants et pourtant nous payons très mal. Nous avons d'abord des travailleurs précaires et pauvres. Et donc ça, il va falloir le résoudre
en partageant la responsabilité, mais en sachant que nous, notre responsabilité, c'est du côté de l'organisation de travail, de la production de formation, et qu'on n'a effectivement pas la responsabilité en tant qu'employeur associatif des fonds qu'on peut allouer au salaire. Par contre, l'État, la société pourrait allouer plus de fonds si elle arrivait à replacer nos actions en fait dans sa vie quotidienne. Voilà, je vais juste finir là-dessus. Je suis pas super-héros, mais je voulais réagir un peu sur les dernières questions en fonction de ce que le CESE a pu dire. Merci beaucoup, Evan, et vous l'avez très bien fait. Vous n'êtes pas un super-héros, certes, enfin pas à ma connaissance, mais peut-être que les super-héros sont parfois cachés. Mais vous avez néanmoins répondu à cette promesse de terminer sur des propos, en tout cas, qui sont dans une forme de réalisme, hein, pour reprendre votre terme. Et je pense que c'est ça parfois qui peut poser problème, c'est que quand on dit quête de sens, on a parfois tendance à céder à la ficelle un peu facile d'une utopie qu'on cherche à préserver, etc. Alors que finalement, il y a une réalité qu'il faut affronter, qu'il faut regarder. Et c'est comme ça que lorsqu'on pourra recréer de l'attractivité à un métier, c'est aussi une attractivité qui doit être sincère par la réalité et les difficultés qui lui incombent. Merci à tous les trois, je pense qu'on peut vous applaudir. Laurent, Elisabeth et Evan. Merci. Merci à la salle. Oui. Bonne continuation et pour ma part, je reste disponible. À bientôt tout le monde, au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous et à bientôt.